Ce programme est déconseillé au jeune public. Certains passages de ce programme sont susceptibles d'impressionner les personnes les plus sensibles. Bonjour à tous, c'est Lionel, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous reparler de l'affaire des Backpacker Murders, au sujet de laquelle j'avais fait une vidéo. Si vous voulez la voir ou la revoir, je vous invite à cliquer sur le lien qui s'affiche en haut de votre écran. J'ai souhaité refaire deux vidéos complémentaires sur ce dossier assez terrible parce que j'ai encore beaucoup de choses à dire. Aujourd'hui, on va se pencher sur une question assez précise. Est-ce que Ivan Milat était seul au moment des faits? Et s'il n'était pas seul, qui pouvaient bien être ses complices? À titre de rappel, Ivan Milat a été la seule personne inculpée et condamnée dans ce dossier terrible dans lequel 7 autostoppeurs, des voyageurs sac à dos, qui étaient pour la plupart étrangers, ils venaient d'Europe, ont péri en Australie entre 1989 et 1992. Tous ces jeunes femmes et jeunes hommes ont été torturés, violés et sauvagement assassinés dans la même forêt de Belanglo, non loin de Sydney, où leurs restes ont été retrouvés. Ivan Milat est mort récemment en prison et il n'a jamais avoué ses crimes. Si Ivan Milat était réellement coupable, ce que j'ai tendance à penser, il y a quand même un énorme mystère qui continue de planer sur cette affaire. Ivan Milat était-il seul ou non au moment des faits? Dès le début du procès d'Ivan Milat en 1994, Mark Tedeschi, le procureur, a déclaré que Ivan Milat, l'accusé, serait déclaré coupable des 7 meurtres cruels de la forêt de Belanglo, qu'il ait eu des complices ou non. Le procureur a dit qu'il ne pouvait pas prouver qu'il y avait d'autres personnes dans la forêt avec Ivan Milat, mais qu'au fond, ça ne changeait rien. Que Ivan Milat ait bénéficié d'aide ou non, il était coupable dans tous les cas. Le procureur a aussi indiqué que Ivan Milat avait commis tous les assassinats pour sa propre gratification psychologique, autrement dit, pour le plaisir. Ivan Robert Marco Milat a donc été logiquement condamné à 7 fois la prison à vie. Il est considéré encore aujourd'hui comme le seul et unique responsable des meurtres de backpackers. Mais le doute continue de planer encore aujourd'hui sur l'existence éventuelle de complices. Le problème, c'est que tout le monde n'est pas forcément du même avis. Il y a quand même un mystère important qui continue de peser sur cette question. La police, par exemple, a toujours soutenu l'idée que Ivan Milat avait agi seul, qu'il n'avait pas eu de complice. C'était l'opinion personnelle de Clive Small, le commissaire, le chef de la Task Force Air. Ivan Milat était décrit comme un solitaire, un être calculateur ne faisant confiance à personne. C'était un maniaque du contrôle, rappelez-vous. Et il n'aurait jamais voulu partager ses fantasmes de domination avec quelqu'un d'autre. De plus, les preuves matérielles et les armes relatives au crime ont toutes été retrouvées à son domicile. C'est Ivan Milat qui a donné à ses proches des objets appartenant aux victimes, notamment du matériel de camping qu'on avait retrouvé chez plusieurs de ses frères. Et Ivan Milat était également seul lors de l'agression de Paul Onions. Presque 30 ans après les faits, Clive Small est toujours intimement convaincu que Ivan Milat avait agi seul. Mais c'est pas le seul à penser ça. Là où c'est plus surprenant, l'un des frères d'Ivan Milat, qui s'appelle Boris Milat, le frère aîné d'Ivan, a également adhéré à cette théorie. Pour Boris Milat, son frère cadet était tout à fait capable d'opérer seul, en cachette, calculant tout. Selon ses propres termes, Ivan Milat aurait même pu commettre les meurtres avec une main dans le dos. Parce que Ivan Milat n'était pas très grand, mais il était très musclé. Il avait une assez grande force physique. À mon avis, Ivan Milat pouvait facilement attaquer des victimes seules, comme Simon Schmidl ou Paul Onions. Il a peut-être aussi pu attaquer seul les couples. Rappelez-vous qu'il y a eu quand même 3 couples attaqués à chaque fois. Il y a eu le couple Caroline Clark, Joan Waters. Il y a eu James Gibson, Deborah Everest et Gabor Negebauer, Anja Abschied. Techniquement, c'était faisable. Il a certainement demandé à l'une des victimes d'attacher l'autre et il les a aussi certainement menacés. Il leur a sûrement dit que si l'un des deux essayait de s'enfuir, il tuerait l'autre. C'est ce que font les criminels en général dans les enlèvements. Ce qui est effrayant dans ce dossier, c'est que Ivan Milat était la seule personne arrêtée, mais la majorité des acteurs ont reconnu que d'autres personnes qu'Ivan Milat étaient probablement impliquées dans les tueries de Belanglo. Les experts de la police technique et scientifique, le psychiatre criminologue, le docteur Milton, le médecin légiste, le docteur Barders, qui avait autopsié tous les corps, les avocats de la défense, le procureur de la couronne et même le juge lui-même
au cours du procès, a reconnu qu'Ivan Milat avait au moins eu un complice. Effectivement, un certain nombre d'indices suggèrent qu'Ivan Milat n'était pas seul au moment des crimes. On va passer en revue tous ces indices. On va commencer par évoquer les constatations matérielles effectuées sur les scènes de crime. Rappelez-vous qu'on avait retrouvé sur place des mégots de cigarettes, des canettes de bière et des bouteilles d'alcool vides tout près des corps. Or, Ivan Milat ne fumait pas et ne consommait pas d'alcool. C'était toujours son souci de garder le contrôle. Donc, qui a fumé ces cigarettes? Qui a bu cet alcool? On a suggéré à l'époque que Ivan Milat avait fait fumer des cigarettes à ses victimes avant de les massacrer. C'est possible, mais rien n'est sûr. Ça, c'est intéressant. C'est un détail qui n'est pas donné souvent dans les grosses émissions que vous pouvez voir sur l'affaire, sur les chaînes mainstream. On sait qu'Ivan Milat souvent cachait les corps de ses victimes sous des feuilles, voire des branches. Mais dans certains cas, on a retrouvé les victimes cachées sous des grosses bûches, voire des branches d'arbres très lourdes. Tellement lourdes que les policiers ont été obligés de s'y mettre à plusieurs pour les enlever. Là, il faut se poser la question, même si Ivan Milat était fort, est-ce qu'il avait assez de force pour pouvoir déplacer lui-même ces bûches? Autre constatation matérielle, souvenez-vous que près de 100 douilles avaient été ramassées sur la dernière scène de crime surnommée la zone A. Selon le sergent Dutton de la balistique, 2 armes à feu différentes avaient été utilisées avec 2 types de munitions non permutables. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas utiliser sur chaque carabine. S'il y avait 2 armes, ça voulait peut-être dire qu'il y avait 2 tireurs. On va parler maintenant du scénario supposé des attaques. Comment Ivan Milat réussissait-il à prendre le dessus sur plusieurs victimes à la fois? La question se pose surtout pour Gabor Neugebauer, le touriste allemand, qui, grand et fort, se serait défendu d'après son père. Manfred Neugebauer a toujours affirmé que son fils se serait certainement battu et qu'il fallait être au moins 2 pour pouvoir le neutraliser. Autre zone d'ombre. Si Ivan Milat était seul au moment des kidnappings et des tueries, comment faisait-il pour conduire son 4x4 et surveiller en même temps ses victimes? Surtout que conduire sur des chemins forestiers chaotiques comme ça nécessite quand même une certaine vigilance. On peut penser que Ivan Milat a gagné en expérience petit à petit et qu'il s'est amélioré suite à son attaque loupée de Paul Onions en 1990, mais quand même. Si Ivan Milat n'était pas seul, s'il avait un complice avec lui dans son 4x4 par exemple, c'était quand même beaucoup plus facile pour lui. Pendant qu'il conduisait son 4x4, le complice se chargeait de surveiller les victimes avec une arme à feu par exemple. Mais au fond on n'en sait rien, peut-être qu'Ivan Milat était réellement seul. Il a pu aussi droguer ses victimes, Il a pu leur donner des médicaments pour les rendre plus dociles. Le fait que les 3 couples de victimes aient été systématiquement séparés et déplacés sur les scènes de crime suggère la présence d'au moins 2 agresseurs. Tout comme les différents modes opératoires utilisés pour tuer. Rappelez-vous, on s'est servi d'une arme à feu et d'un couteau. D'ailleurs, s'il y a eu 2 tueurs, 2 agresseurs, peut-être qu'il y en a un des 2 qui a préféré utiliser l'arme à feu parce qu'il était incapable de se servir d'une arme blanche. Il n'était peut-être pas capable de poignarder ses victimes de sang-froid comme ça. C'est pour ça qu'il a peut-être choisi d'utiliser une carabine. Et souvenez-vous que dès le départ de l'affaire, le docteur Rod Milton avait émis l'hypothèse d'un duo de tueurs. L'un froid et déterminé et l'autre plus jeune et impulsif. Il y avait vraiment 2 profils psychologiques complètement différents. Et Milton avait même évoqué l'idée de 2 frères, l'un ayant un ascendant sur l'autre et ce sans avoir connaissance de l'existence des Milat. Il ne connaissait pas les Milat. Pour en finir avec le scénario supposé des attaques, il faut reconnaître que si Ivan Milat était seul, s'il circulait toujours à bord du même 4x4 dans les allées de la forêt, il se serait certainement fait plus facilement repérer que s'il avait des complices. S'il avait des complices, s'il y avait plusieurs personnes circulant à bord de véhicules différents, ça aurait été beaucoup plus discret pour entrer et sortir de la forêt. On peut même imaginer que si Ivan Milat n'était pas seul, s'il était le membre d'un groupe de criminels organisés, peut-être qu'Ivan Milat c'était un rabatteur, peut-être qu'il se contentait de rabattre les victimes sur des sites définis à l'avance, où l'attendaient un ou plusieurs complices. Il existe donc un large faisceau d'indices qui laisse à penser que Ivan Milat n'a pas agi seul dans la forêt de Belanglo, mais dans ce cas, qui pouvaient bien être ses complices? On a évidemment suspecté des membres de la famille Milat. Beaucoup des frères Milat avaient eu des problèmes avec la justice dans le passé, pour des histoires de vol, des petits trafics, mais jamais pour des crimes de sang. Les soupçons se sont naturellement portés vers Walter et surtout Richard Milat. Et ils ont été cuisinés par la police, ils ont été interrogés.
Richard Millat se présentait comme un hors-la-loi. Mais bon, c'était un peu un baratineur. Il se vantait beaucoup. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a quand même retrouvé chez lui des affaires appartenant aux victimes. Ce qui était inquiétant aussi chez Millat, c'était ses déclarations. Vous le savez, hein, Richard Millat, il avait dit « Il y a d'autres corps là-bas, ils n'ont pas encore retrouvé les 2 Allemands ». Et il avait dit ça des mois avant qu'on ne retrouve les corps de Neugebauer et Abschied. Mais c'est pas tout, hein. Richard Millat, il avait fait d'autres déclarations un peu inquiétantes à ses collègues. Une fois, il avait dit comme ça que poignarder une femme, c'était comme couper un morceau de pain. Autant vous dire que ça avait jeté un froid. Walter et Richard Millat, ce sont des personnages troubles, hein. C'était des dingues d'armes aussi. Il paraît que des fois, quand ils s'entraînaient chez eux, ils pouvaient griller des centaines, voire des milliers de cartouches en une après-midi. C'était un peu des fêlés de la gâchette. Richard et Walter Millat n'ont pas été inculpés dans ce dossier. Sûrement par manque de preuves. Mais dans cette affaire, rien n'est simple, parce que, par exemple, on n'a pas trouvé l'ADN de Richard et de Walter Millat sur les scènes de crime. Comme Ivan Millat d'ailleurs, on n'a pas trouvé l'ADN d'Ivan Millat non plus. Et c'est quand même étonnant parce que, rappelez-vous que sur la zone A, on avait retrouvé des centaines de douilles. On a retrouvé des bouteilles d'alcool aussi. Alors comment se fait-il qu'on n'ait pas retrouvé l'ADN d'au moins un des frères? Après, il faut se rappeler qu'on a retrouvé ces éléments que des années après les faits. Et il est possible que l'ADN se soit dégradé. On sait que l'ADN, comme ça dans la nature, se dégrade, notamment sous l'effet des rayons ultraviolets. Peut-être que Richard et Walter ont aidé leur frère Ivan à commettre tous ces crimes abominables dans la forêt de Belanglo, mais il y a quand même un élément important à rappeler, hein. Ils avaient tous les deux un alibi solide au moment des disparitions supposées des voyageurs. Richard aussi avait un alibi pour l'agression sur Paul Onions en mai 1990. On sait qu'il travaillait à l'usine ce jour-là. Mais bon, peut-être que Richard Millat s'est aussi absenté de son travail, hein, sans rien dire. Hein. Je sais pas s'il devait pointer. À mon avis, il devait sûrement pointer à l'usine. Et il est tout à fait possible qu'il ait peut-être demandé à un collègue de pointer pour lui. Est-ce que c'était vraiment faisable pour Richard Millat de s'absenter de son travail comme ça durant de longues heures sans que son employeur ne s'en aperçoive? Je sais pas, mais ça voudrait dire qu'il aurait quand même réussi à s'absenter de son travail sans se faire griller par son employeur ou sans que ses collègues ne le remarquent au moins 3 fois en 3 ans, entre 1989 et 1992, pour les attaques sur les couples James Gibson, Deborah Everest, Caroline Clark, Joel Walters et Gabor Neugebauer, Anja Abschied. Je pense que pour l'autre meurtre, celui de Simon Schmidl, Ivan Millat a très bien pu se débrouiller seul. Rappelez-vous que lors du procès, John Marston, l'avocat de Millat depuis 1974, avait voulu créer un doute en montrant que la description de Bill donnée par Paul Onions, le rescapé anglais, pouvait correspondre à n'importe lequel des frères Millat. L'avocat a voulu créer un doute dans l'esprit des jurés, laisser penser que peut-être qu'un des autres frères Millat s'était fait passer pour Ivan. Mais ce système de défense n'a pas fonctionné. Après sa condamnation, Ivan Millat a déclaré à la télévision australienne qu'il ignorait qui avait commis ces crimes de backpackers, que ça n'était certainement pas lui, mais que aucun de ses frères n'était impliqué non plus. Si Ivan Millat n'a pas été aidé par un ou plusieurs de ses frères pour commettre ces enlèvements et tous ces crimes atroces, qui a donc pu le faire? John Marston, l'avocat d'Ivan Millat, il a lui-même reconnu des années après la condamnation de son client qu'Ivan Millat avait probablement tué les backpackers et qu'il n'avait certainement pas agi seul. John Marston a même avancé l'hypothèse que Ivan Millat aurait pu être aidé par une femme. Shalinder Hughes, la petite amie d'Ivan Millat, ne portait-elle pas sur une photo un polo Benetton similaire à celui d'une des victimes, Caroline Clark? Une autre thèse encore plus dingue a circulé. Ivan Millat aurait pu être assisté par sa propre sœur, Shirley, avec qui il avait même été soupçonné d'entretenir une relation incestueuse lorsqu'ils vivaient sous le même toit. C'était quand même une famille spéciale. Hein. Ivan Millat était très proche de sa sœur Shirley, un peu trop même, j'ai envie de dire, et il est tout à fait possible qu'elle l'ait aidé. C'est possible. Malheureusement, cette hypothèse n'a jamais pu être prouvée. Shirley est morte depuis des années d'un cancer. L'affaire des Backpacker Murders, c'est une affaire qui reste encore mystérieuse aujourd'hui. Même si Ivan Millat a été condamné, il est mort désormais, il n'a jamais parlé, il n'a jamais avoué. Hein. Il y a beaucoup de questions restées sans réponse. Et il y a eu aussi beaucoup de rumeurs un peu folles qui ont circulé. On a notamment avancé une piste ésotérique. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a eu des détails troublants relatifs aux scènes de crime qui ont filtré des enquêtes. On a parlé de victimes toutes retrouvées face contre terre, la tête orientée vers le sud. On aurait trouvé sur les scènes de crime des autels en pierre, des cailloux aussi noircis disposés en cercle autour des victimes, évoquant des signes kabbalistiques. On aurait aussi peut-être allumé des feux de joie sur place.
ce qui laissait penser peut-être à des cérémonies païennes. Par ailleurs, le médecin légiste ayant procédé à l'autopsie de plusieurs corps de backpackers avait fait remarquer que la façon dont avaient été tués plusieurs d'entre eux faisait penser à des meurtres rituels. L'exemple le plus frappant, c'est celui d'Anja Apshit, qui avait été décapitée d'un seul coup avec une arme blanche à longue lame, alors qu'elle était encore vivante. Certains ont dit que des sacrifices humains avaient été perpétrés dans la forêt de Belanglo, et que les bouteilles d'alcool retrouvées sur place, ça témoignait de l'aspect festif de ces cérémonies, possiblement sataniques. Il faut quand même évoquer la piste satanique, s'il y a vraiment eu des signes ésotériques retrouvés sur les scènes de crime. Parce que là, quand même, on a eu des crimes, il y avait de la violence, du sexe, il y avait un côté un peu orgie là-dedans. Est-ce que Ivan Milat n'a pas été l'instrument d'une secte satanique? Est-ce que c'était pas un rabatteur aussi qui ramenait peut-être des victimes qui devaient être sacrifiées sur place? Voilà, j'en sais rien. Je parle quand même de la piste satanique parce que il faut savoir que le quartier général du satanisme international est basé à Sydney, à environ 1 heure de route de la forêt d'État de Belanglo. Autre théorie, peut-être plus réaliste que la théorie sataniste, peut-être qu'Ivan Milat était rabatteur pour un réseau de gens puissants comme ça qui se seraient réunis dans la forêt de Belanglo pour satisfaire leurs instincts les plus primaires. Ivan Milat n'aurait peut-être été qu'un fournisseur, voilà, un peu comme un Marc Dutroux. Donc cette théorie d'un réseau auquel aurait appartenu Ivan Milat est intéressante, il fallait l'aborder. Mais j'ai quand même du mal à y croire pour une raison assez simple. À partir du moment où Ivan Milat a été arrêté, est-ce qu'il aurait été laissé en vie par les autres? Est-ce qu'on aurait pris le risque de le laisser en vie? Il risquait quand même de dénoncer les autres membres, surtout si c'était des personnes influentes, puissantes et haut placées. Elles avaient tout à fait les moyens de l'éliminer. On aurait peut-être retrouvé Ivan Milat suicidé dans sa cellule, un peu comme Jeffrey Epstein par exemple. Tout ça pour vous dire que ce dossier est une véritable énigme. Il est tout à fait possible que Ivan Milat ait agi seul du début à la fin, comme le pensait Clive Small, le commissaire, et aussi son frère Boris Milat. Voilà, c'est la fin de cette vidéo complémentaire sur les Backpacker Murders. J'avais des choses à dire encore et c'est assez terrifiant de savoir qu'il y a possiblement une ou plusieurs personnes qui sont toujours en liberté en Australie, qui ont du sang sur les mains et qui n'ont jamais été inquiétés par la justice. Je vais parler une dernière fois de cette affaire prochainement. Je vais cette fois me concentrer sur les derniers secrets d'Ivan Milat. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous remercie de mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore le cas. Voilà, merci à vous, je vous dis à bientôt et ne disparaissez pas.